Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, si rien n'est fait, le pire est peut-être encore à venir pour les habitants de l'Est, mais aussi au-delà de la RDC. C'est la sonnette d'alarme que tirent les Nations Unies sur une possible escalade dans la zone, alors que s'ouvre ce samedi le sommet extraordinaire en Tanzanie de l'EAC et de la SADC. Nous ferons le point dans ce journal et nous irons sur place pour connaître les attentes des populations de l'Est du Congo. La libération de Nnamdi Kanu, réclamée par le vice-président de la Chambre des représentants du Nigeria pour favoriser la paix dans le sud-est du pays. Le leader indépendantiste qui fait face à des accusations de terrorisme est emprisonné depuis 2021. Explication à suivre. Et ce soir, hommage à l'astre de l'Orient, à la diva, la chanteuse Kalsoum, disparue il y a 50 ans et dont la voix exceptionnelle résonne encore dans le cœur de nombreux amoureux de sa poésie et de sa manière unique d'incarner sa musique. Pour en parler, on reçoit Nadia Artoui qui publie une BD sur Kalsoum. Le pire est à craindre pour les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo et la région, a alerté ce vendredi l'ONU réclamant une enquête internationale sur les violations des droits de l'homme. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame doivent participer samedi dans la capitale économique en Tanzanie à un sommet régional extraordinaire réunissant la communauté des États d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe. C'est dans une atmosphère solennelle qu'a commencé le sommet conjoint à Dar es Salaam en Tanzanie. Annoncé le 3 février par le président kényan William Ruto, il réunit la communauté des États d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe. La conférence a pour but d'aligner les positions des deux blocs concernant l'offensive du groupe rebelle M23 sur Goma en RDC. Nous sommes la voix des femmes et des enfants de l'Est de la RDC et les troupes sur les terrains. Nous avons donc un devoir d'interpeller les parties au conflit pour qu'elles donnent une chance à la paix. Tous deux souhaitent éviter un embrasement régional, évoqué notamment vendredi par le haut-commissaire des droits de l'homme, Volker Turk. Le risque d'escalade de la violence dans toute la sous-région n'a jamais été aussi relevé. Tous ceux qui exercent une influence sur les parties impliquées doivent redoubler leurs efforts pour éviter une conflagration et soutenir le processus de paix. En Tanzanie, l'enjeu est de taille. La SADC et l'EAC ont des vues différentes sur la solution au conflit. L'EAC, elle, prône des négociations directes entre le gouvernement de la RDC et le M23. Jusqu'à présent, le président congolais Félix Tshisekedi n'en veut pas entendre parler. Kinshasa a d'ailleurs fait remplacer la force d'interposition de l'EAC par celle de la SADC. Les réunions des 2 prochains jours devraient déboucher sur des solutions très concrètes et progressives, avec des résultats clairs et des plans de mise en œuvre. La plupart des chefs d'État de la région seront présents. Le président rwandais Paul Kagame sera à Dar es Salaam samedi. Du côté congolais, Félix Tshisekedi participera en visioconférence. Et du côté congolais, les autorités confirment, vous l'avez entendu, la participation à ce sommet du président Félix Tshisekedi par visioconférence. Mais quelles sont les attentes des autorités congolaises plus largement et celles surtout des habitants de l'Est du pays? Élément de réponse avec Aurélie Bazaraki-Mangula, image de Fidel Kitsa. La République démocratique du Congo attend des positions claires et fermes. C'est ce que nous a indiqué la présidence congolaise. Alors l'offensive du M23 et des troupes rwandaises se poursuit dans le sud Kivu à peine une semaine après la prise de la ville de Goma. Pour les autorités congolaises, il y a donc urgence à réagir. Kinshasa attend que tous les pays africains de la SADC et de l'EAC s'accordent sur un cessez-le-feu immédiat et sur le retrait des troupes rwandaises et du M23 des territoires occupés. La RDC attend également la condamnation de ce qu'elle nomme l'agression rwandaise pour permettre notamment la prise de sanctions contre le Rwanda. À Goma, alors que le M23 installe son administration, les habitants, eux, demandent avant tout un dialogue pour le retour de la paix. Que nos présidents, que ce soit Kagame, que ce soit Ruto, que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit Ramaphosa ou Lorenzo, que tous ces gens-là puissent privilégier
la protection de la vie des citoyens, des populations civiles. Parce que les armes ont montré leurs limites. Et les armes n'imposent pas la paix éternelle. La paix durable vient du dialogue. Si j'aimerais trop parler, c'est de l'arme qui va couler. Tout ce que moi je vais attendre de cette rencontre qu'ils vont faire là-bas, qui nous ramène juste la paix. Les autorités congolaises exigent aussi la réouverture de l'aéroport de Goma, à l'arrêt depuis plus d'une semaine. Une réouverture qui faciliterait l'acheminement de l'aide humanitaire à Goma et dans le reste du Nord Kivu. Les besoins sont énormes. Plus de 700 000 personnes ont quitté les sites de déplacés pour rentrer chez elles sans aucune assistance. Les hôpitaux sont toujours débordés par l'afflux de blessés et manque de médicaments. Dans les morgues, des centaines de corps attendent d'être enterrés. Les humanitaires craignent la propagation d'épidémies. Et toujours sur ce dossier, 3 humanitaires de l'ONG suisse EPER ont été tués ce mercredi lors d'une mission humanitaire dans le Nord Kivu où les combats font rage. En réponse, l'EPER a suspendu ses activités dans la région et mis en place une task force pour organiser le rapatriement des victimes et soutenir leurs familles. L'attaque survient alors que le groupe armé M23 et les troupes rwandaises progressent vers Bukavu après avoir pris Goma. Des députés nigérians demandent la libération de Nnamdi Kanu, leader du groupe séparatiste IPOB, emprisonné depuis 2021 pour des accusations de terrorisme. Un comité parlementaire estime que sa libération est essentielle pour apaiser les tensions dans le sud-est du pays. Depuis 3 ans, cette région est marquée par des violences et des opérations villes mortes imposées chaque lundi. La correspondante de Chinwe Osando. Le vice-président de la Chambre des représentants du Nigeria a plaidé en faveur de la libération de Nnamdi Kanu, le leader du peuple indigène du Biafra IPOB. Je le cite, « Nous supplions le président et nous ne pouvons pas le contraindre. Tout ce que nous disons, c'est utiliser une approche politique et pas une approche judiciaire. » Pour lui, si Nnamdi Kanu est libéré, je le cite, « Ceux qui prétendent se battre à cause de Nnamdi Kanu n'auront plus aucune raison de rester dans les rues. Les agences de sécurité pourront alors s'en prendre à tout ce qui cause encore du tort. » Depuis l'arrestation de son leader en 2021, l'IPOB a instauré des journées villes mortes en guise de protestation. Ceux qui ne respectent pas les consignes s'exposent souvent à des représailles. L'insécurité dans cette partie du Nigeria est importante avec des attaques très fréquentes. Selon le président de la Chambre des représentants, la région dispose d'un immense potentiel dans les domaines de l'agriculture et de la technologie, entre autres, et a besoin du soutien du gouvernement. En juillet 2022, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a ordonné à l'administration de Buhari de libérer Kanu. Jusqu'à présent, le gouvernement nigérien ne semble pas encore prendre des mesures dans ce sens. Et en bref, Niamey a demandé au Comité international de la Croix-Rouge de quitter le territoire. Les autorités n'ont avancé aucun motif pour justifier cette décision. Et c'est par un simple note verbale que Niamey a exigé le départ de l'ONG, le CICR, présent au Niger depuis 35 ans. Coïncidence ou pas, l'ONG venait de publier le bilan de son action dans le pays, notamment dans les zones de Difa, Tillabéri et Tawa. Tout autre chose à présent, on ouvre la page culture de ce JTA et ce soir, nous célébrons une diva surnommée l'Astre de l'Orient. Elle avait énormément de surnoms. Née en 1898, disparue en février 1975, 50 ans et pourtant sa musique et sa voix ensorcellent encore les âmes. Kalsoum, la diva égyptienne, fait l'objet d'un nouveau livre avec Nadia Artroubi, Naissance d'une diva chez J.C. Lattès, Jean-Claude Lattès. Nadia Artroubi, bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors déjà, on va commencer tout de go. Quel est votre rapport à Kalsoum? Parce que j'ai l'impression que ceux qui l'aiment et qui l'ont entendu ont un rapport très particulier
avec Kalsoum? Alors, Kalsoum, c'est d'abord un traumatisme, et c'est un traumatisme qu'on a partagé avec la dessinatrice Shadia Lousleti. Pour la petite histoire, au départ, on était parti sur un autre livre sur la révolution tunisienne, et on s'est dit que c'était compliqué, et on est revenu sur Kalsoum parce que c'était un sujet qu'on avait abordé plusieurs fois, elle est d'origine franco-tunisienne aussi, et on s'était dit que c'était un traumatisme qu'il fallait qu'on Pourquoi un traumatisme? Parce que Kalsoum, nos parents écoutaient beaucoup Kalsoum, et une chanson Kalsoum dure une heure. Je sais. Et, voilà. Et du coup, c'était quelque chose qui était difficile à écouter quand on est jeune. Mais il y a un proverbe tunisien qui dit qu'on sait qu'on vieillit quand on commence à apprécier Kalsoum. Donc, je crois que nous avons vieilli, puisque nous apprécions maintenant, Shadia et moi, toutes deux Kalsoum. Ah bah, vous n'êtes pas la seule, je vous rassure. Moi, c'est aussi un bruit de fond d'une partie de mon enfance. Pareil, ma mère écoutait aussi Kalsoum et sa propre mère écoutait aussi Kalsoum. Je propose d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas sa voix, sa musique, évidemment, on n'a pas 1 heure de journal, donc on n'écoutera pas 1 heure de Kalsoum, mais un petit extrait de ce qui, moi, est ma chanson préférée, Enta Omri, composée par Mohamed Abdel Wahab, une œuvre emblématique de la fusion entre la musique classique et moderne. On écoute. شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. Kalsoum, c'est aussi votre préféré, Nadia. On a vraiment très bon goût. Cette musique est absolument incroyable et peut-être effectivement parce qu'on vieillit, on l'apprécie encore plus. Le livre démarre sur l'unique concert que la diva a tenu à Paris. C'était, je m'en souviens, parce que je l'ai lu, évidemment, je n'y étais pas, 13 novembre 1967. Un seul concert, 3 chansons, 3 heures. C'était ça ? Pourquoi avoir démarré sur cette chanson-là, sur ce moment-là? Parce que on voulait l'ancrer avec Shadia sur l'histoire française et donc intéresser les lecteurs français et tout de suite les happer avec ce discours, avec ce concert qui est mythique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Bruno Cocatrix, qui était le directeur de l'Olympia, quand elle lui a dit qu'elle allait chanter 3 chansons, il a blémi. Oui. Parce qu'il a cru que les 3 chansons, ça allait être 20 minutes, ça allait être un tour de chant de quelques minutes, alors qu'il avait payé très très cher pour faire venir Kalsoum. Donc il a eu très peur et donc là, quelqu'un d'avisé lui a expliqué que chaque chanson durait au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Il aurait bien 3 heures de spectacle. C'est aussi l'occasion de plonger dans l'enfance Kalsoum parce que vous nous ramenez dans son enfance modeste, sur les bords du Nil, dans cette famille. Et au départ, elle n'était pas censée chanter. Et d'ailleurs, on l'a fait même se déguiser en garçon. C'est ça, c'est qu'au départ, c'est son frère Khaled qui va à l'école coranique et il n'est pas prévu Kalsoum puisse apprendre le chant. Et c'est sa mère qui va un peu forcer le destin. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que c'était quand même une famille qui était finalement féministe. On pense jamais cette région du monde pour parler de féminisme, mais la maman découvre le talent de sa fille, dit qu'elle va travailler plus. Et je voudrais saluer aussi la modernité du père qui va tout quitter, qui va quitter son village et qui va accompagner ensuite sa fille faire son apprentissage au Caire et il va laisser sa famille derrière. Et vous imaginez, on est dans les années 20, les années 30 et aujourd'hui, on ne parle pas de cette région du monde de cette manière-là. Mais cet homme était éminemment féministe pour laisser tout derrière lui et suivre le rêve de sa fille. Et évidemment, elle va devenir bien plus qu'une simple chanteuse, et vous le dites dans le livre, mais même une icône politique. On parle aussi de son amitié avec Nasser et tout ça. Je vous invite vivement à lire ce livre. Merci Nadia Artroubi d'être venue nous présenter, d'avoir ravivé la mémoire de la diva. On se quitte d'ailleurs en musique avec un autre extrait justement de la diva. Merci à tous ceux qui nous ont regardés partout dans le monde, d'un village du delta du Nil aux rives de Paris en passant par le Caire. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. On se quitte avec un petit peu plus d'Enta Omri. Allez, on écoute.